Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast She Farms. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre d'un regard, celui d'Alexis Vettoretti, photographe et auteur du recueil Paysanne. Un travail sensible et engagé qui donne à voir et à entendre les femmes qui cultivent, élèvent, récoltent et transmettent. Ce projet est un projet d'Emera Initiative, une association engagée pour la mise en lumière des récits ruraux, des savoirs ancrés et des voix de ces femmes trop souvent oubliées. Ensemble, on ouvre un espace de parole et d'écoute pour faire résonner ces récits au présent. Depuis l'industrialisation, la mécanisation et la mondialisation de l'agriculture, les paysannes et paysans ont laissé place aux agricultrices et agriculteurs. D'un autre côté, ces dernières années ont vu apparaître un mouvement dit du néo-paysan, avec un désir de retour à la terre, d'autosuffisance et en accord avec la transition écologique. Avec la mécanisation, les femmes ont d'abord été effacées, retranchées dans la sphère privée, dans le foyer. Puis les lois évoluant et leur accordant plus de droits, elles ont pu assumer leur place et évoluer en tant que chefs d'exploitation. Au cours de ces évolutions, des images sont restées, des idées se sont ancrées. Quelle mémoire garde-t-on de ces paysannes ? Quelle représentation avons-nous maintenant des agricultrices ? Nos perceptions ont-elles autant évolué que leur trajectoire ? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Alexis Vettoretti, photographe à l'origine du recueil Paysanne paru aux éditions Ulmer, en novembre 2024. Son œuvre met en lumière des femmes nées pendant l'entre-deux-guerres, épouses ou filles de paysans, et qui sont les actuels témoins d'une époque passée dans laquelle, de tant de façons, elles évoluent toujours. Bonjour et merci d'être là aujourd'hui avec nous Alexis. Comment vous est venu ce projet ? Bonjour. J'ai rencontré au cours d'une déambulation dans mon Ardèche natale, dans le sud de l'Ardèche, Thérèse, qui était la bergère du village duquel je suis originaire. Et je lui ai proposé de faire son portrait. Elle a fini par me dire OK, repasse demain. Et je suis arrivé le lendemain devant chez elle, elle m'attendait et on a fait ce premier portrait ensemble avec elle. Et quand j'ai développé le plan film, le négatif, et que j'ai vu la photo, le portrait, je me suis dit que je pouvais continuer sur cette population de femmes que finalement, quand bien même j'avais été originaire d'une région très ancrée dans l'agriculture, je les avais peu rencontrées finalement durant mon enfance et mon adolescence. Et donc ça m'intéressait d'aller les voir finalement et de rentrer dans ces fermes que je connaissais assez peu. Ok. Et du coup, quelle posture avez-vous choisi d'adopter dans votre démarche ? C'est un travail qui a débuté en 2013, qui s'est terminé en 2024. Donc forcément, il y a plus de 10 ans, j'avais 10 ans de moins. J'avais un rapport aux choses qui était différent. Ce sujet, il a grandi avec moi. J'ai eu du mal à le mener jusqu'au bout. Et donc au départ, c'était vraiment l'idée de créer une galerie de portraits de femmes paysannes pour les rencontrer. C'est en les rencontrant que mon propos a évolué parce que je me suis aperçu de leur parcours de vie. Finalement, je ne connaissais pas. Et que j'ai rencontré des vérités que j'avais appris finalement dans les livres à l'école, où on m'expliquait que le droit des femmes, finalement, c'était pas que des bouquins, c'était aussi des personnes toujours vivantes, toujours présentes, qui m'expliquaient un petit peu ce principe du non-choix, que je connais parce que tout le monde y fait face, mais que je n'avais jamais vu avec ce regard-là. Donc elles m'ont apporté un nouveau regard. Et donc mon travail a grandement évolué de rencontre en rencontre et la manière dont je le montre aujourd'hui n'était pas celle que j'avais envisagée au départ. Oui, donc ça a vraiment grandi avec vous. Ouais, c'est le principe des rencontres. Donc moi, c'est ce que je voulais faire au début, c'était créer des rencontres entre ces femmes-là et les futurs regardants. Mais moi aussi, j'ai été victime de ces rencontres, on va dire. Ces femmes, quand on voit vos clichés, elles nous donnent l'impression d'une certaine pudeur. Être face à la caméra, être le centre de l'attention. Il y a aussi beaucoup d'authenticité dans leur présentation. Quel impact, pensez-vous, a eu votre démarche sur ces femmes ? L'impact que ça a eu sur ces femmes-là, je sais pas. Moi, je débarque, je propose, j'explique mon propos. Il y a celles qui acceptent, il y a celles qui acceptent pas. Donc, l'impact, je sais pas. Par contre, le rapport à l'image, pour cette génération dans ce milieu-là, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que la photographie, pour toutes ces générations, elle n'était pas très répandue, d'autant plus dans le milieu agricole, dans le milieu paysan, où finalement, les archives qu'on peut avoir du monde paysan de leur génération, c'est surtout le geste, c'est souvent le rapport au travail et pas à l'intime. Il y avait aussi la photographie pour les événements familiaux, mais c'était soit cet événement-là pour marquer une journée ou le rapport au travail, et parce que leur vie est tournée sur le travail. Et donc la photographie un peu intime comme ça, chez soi, toute seule, sans le reste de la famille,
il était rare, voire inexistant. Et donc ça, c'était intéressant de provoquer ce moment-là. Après, l'impact, je ne sais pas, j'ai quelques anecdotes, mais c'est une anecdote au milieu de multiples. Il y a celles qui n'ont pas aimé le portrait, parce qu'il est dur, parce qu'elles sont dures dessus quand même. Et il y a celles qui l'ont conservé pour elles. Et puis, j'ai reçu des mails aussi me disant vous avez photographié ma grand-mère, je vous apprends son décès, nous avons utilisé l'image pour la montrer durant les obsèques, tout ça. Donc ça, c'est assez touchant. Ce que je me dis, c'est que c'est une image qui reste, qu'elle soit appréciée ou pas. C'est une image qui reste et c'est une image d'elle. Et il n'y a pas eu de contrôle de les mettre dans telle posture ou quoi. C'est une image pure. Et c'est une image qui les raconte telles qu'elles sont. Parfois, c'est difficile parce qu'elles sont dures dessus, mais c'est la vérité, quoi. Oui, on voit on leur demande pas de sourire, quoi. Encore une fois, moi, je ne suis pas photographe entre guillemets, social. On ne me fait pas intervenir pour faire des belles images parce qu'il y a un événement familial et on veut des belles photographies de mariage, du baptême ou de je ne sais quoi. Je fais un travail documentaire et donc j'interviens chez les gens sans construire. Ce que je construis, c'est mon cadre, c'est ma lumière. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans le réel. Et donc le sourire est assez... et peut abîmer finalement l'image. Donc je préfère l'éviter, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de sourire qu'il y a de la tristesse. C'est un portrait de caractère, et le sourire, il est social, c'est pas une photographie qui est faite pour plaire, donc il n'y a pas besoin de sourire. Naturellement, le visage s'est décontracté lorsqu'on est seul face à soi, donc il n'y a pas d'utilité de sourire, quoi. Je trouve ça vraiment intéressant dans le sens où, quand on regarde la photo, ce qui nous marque, c'est la beauté, c'est vrai, de l'authenticité, de l'émotion. Mais je trouve ça intéressant, encore plus dans le cadre d'être une femme, de ne pas chercher à ce que ces femmes plaisent sur la photo, pas chercher à ce que ces femmes soient des objets de beauté quelque part, mais juste elles, telles qu'elles sont, quoi. Exactement ça, c'est que le rapport à l'image a grandement évolué, notamment depuis les années 90. C'est vraiment là le marqueur fort, et les années 2000 avec l'arrivée du numérique. Et donc le rapport à l'image a tellement changé que c'est utile de continuer de faire des portraits qui ne soient pas dans la séduction sociale, mais qui soient dans le portrait pur, qui est un travail qui doit rester, et une image qui doit rester pour montrer qui elles ont été. Et elles n'ont pas été ces femmes de société maquillées, toutes souriantes. Elles l'ont été dans leur contexte privé et dans leur vie. Elles ont bien évidemment que le sourire était présent dans leur vie, j'espère, les rires. Mais l'image, si on doit parler que de l'image, il n'y a pas utilité de séduire, comme vous disiez. Et donc moi, je ne demande pas aux gens de faire la tronche. Je demande aux gens de détendre leur visage, de ne pas sourire, de ne pas être triste. Simplement de ne pas sourire. Et il y a quand même des petits rectus qui existent au milieu de ces portraits, mais ils permettent d'adoucir un petit peu ce visage marqué, ces mains crispées, permettent d'apporter une forme d'émotion, mais c'est pas un sourire de séduction. Oui. C'est un rectus qui peut montrer potentiellement une gêne ou une bonhomie, mais c'est du coup un rapport à un caractère et plus à une séduction par l'image. Il y a des portraits où il y a ce petit rectus, parce qu'il y a plusieurs portraits pour la même personne, et un portrait où c'est un peu plus tendu, le visage un peu plus crispé. Et ben voilà, c'est au moment de l'editing, donc du choix de l'image, que j'ai quand même gardé ce petit rectus, parce qu'il est pas dans la séduction. C'était son caractère. Mais c'est vrai que donc il y avait ça qui m'avait marqué, et autre chose, c'est justement ce rapport intérieur-extérieur que vous avez commencé à expliquer, en disant voilà, être paysanne, paysan, c'est très lié à l'extérieur finalement. C'est le propre même, c'est d'être dans les champs, d'être à la ferme. Et vous, pourquoi vous avez choisi du coup de les photographier à l'intérieur, donc de ce que j'ai compris pour une question d'intimité, en particulier dans leur cuisine? Il y a plusieurs réponses à apporter, parce que déjà moi j'ai un fil rouge maintenant qui se tire de projet en projet, c'est que j'aime ce huis clos. L'intérieur permet déjà d'être dans l'intimité de ceux que je photographie, qui apporte déjà une manière de se positionner face à l'appareil qui n'est pas la même
que lorsqu'on est décontextualisé de son intime. Et j'aime ce huis clos qui s'installe quand on est chez les personnes. Au-delà de ça, c'est parce que la cuisine, c'est le cœur de ces habitats. C'est un rapport très, encore une fois, très sociologique. C'est que les salons, les pièces où on réceptionne, c'est soit très nouveau, soit très bourgeois. Et là, on est face à une population qui a vécu avant l'industrialisation de la campagne, avant le confort qu'on connaît aujourd'hui dans toutes nos maisons. Et donc, la cuisine, c'était le cœur, quoi. Les autres pièces, elles étaient pas liées à accueillir du monde, quoi. Donc, c'était ça, et c'était vraiment rester dans l'intimité, rester dans ce rapport face à face, et créer cette rencontre où je permets aux regardants, à celles et ceux qui soit connaissaient, soit connaissent, soit ne connaissent pas, rentrer chez elles, rentrer chez ces femmes. Ça participe au portrait, le décor participe au portrait, c'est parce qu'on voit leur intimité, parce qu'on voit les torchons, le mobilier, tout ça, les bibelots, qu'on raconte un peu plus que simplement leur visage, leurs yeux, leurs mains, leurs poches. Et donc tout ça lié fait que j'ai voulu les photographier dans cet intérieur et ne pas en sortir d'un portrait à l'autre pour avoir ce processus. Toujours la même distance, le regard à la même hauteur, le même point de vue, et donc un systématisme qui appuie, en fait, je pense, le propos. C'est vrai que même tous ces intérieurs, on voit qu'ils sont différents dans les détails, mais en fait, c'est comme tous les mêmes, quoi. Ouais, voilà, c'est vrai qu'ils sont très semblables les uns les autres dans la manière dont ils sont construits. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette même population, on voit plus ou moins de confort d'un portrait à l'autre. Et c'est pour ça que je mets aussi associé à cette image l'âge, enfin la date de naissance, ainsi que la région, enfin le département dans lequel la personne vit, parce que ça apporte aussi des éléments de réponse sur la paysannerie qu'ils ont pu avoir. Entre les céréaliers des grandes plaines où il y avait beaucoup plus d'espace, une culture différente, et des départements où la terre était moins riche, plus difficile, plus vallonnée, plus accidentée, etc. Et ben, c'est pas les mêmes richesses, quoi. Ouais. Et donc, des fois, on voit un peu plus de confort, un peu plus d'aménagement que dans d'autres, et ça raconte un petit peu aussi de qui elles étaient, où est-ce qu'elles étaient, et quelle culture il y avait dans leur ferme. Oui, ça participe à raconter toute une époque qui n'est plus, quoi. Quel regard ont-elles sur elles-mêmes, leur reflet plus globalement, et finalement leur parcours? Le regard qu'elles portent, c'est beaucoup de résilience, beaucoup de « ça s'est passé comme ça ». De fatalité, quelque part? Ouais, de fatalisme. Le regret, je sais pas, mais la résilience, ça c'est sûr. Et après, il y a plein de rencontres, et donc il y a plein de caractères différents et de vies différentes. Quand bien même il y a toujours quelque chose qui se répète d'une à l'autre, et ben elles ont fait ce qu'elles ont pu, quoi. Elles vont pas chercher plus loin aujourd'hui que répondre comme ça, de cette manière-là, parce que pour certaines, ce serait violent de pousser trop loin la question. Et pour d'autres, bah, ça s'est passé comme ça, et puis finalement, c'était très bien, quoi. Si c'était à refaire, pas de problème, on remènerait la même vie, on ajusterait 2-3 trucs, mais sinon, c'était très bien. Et puis pour d'autres, si elles pouvaient revenir en arrière, elles le feraient et elles changeraient tout. Mais c'est violent, arriver à un certain âge, accepter d'avoir ce discours-là. Il faut, encore une fois, c'est une force de caractère que de tout jeter d'un coup à 90 ans, dire ma vie a été affreuse. Elles n'ont pas eu tout ce regard-là face à moi. Certaines ont adoré vivre la vie qu'elles ont eue. D'autres avaient des propos un peu plus nuancés, ouais. Mais c'est justement ça qui me menait à penser que peut-être votre démarche, quelque part, avait libéré un peu de parole. Libéré, je sais pas. En tout cas, c'était pas ma prétention. Si j'ai posé des questions qui ont permis de réfléchir un peu différemment, bah, peut-être, et je pourrais pas en être certain. Par contre, oui, après, c'est sûr qu'il y a eu des discussions intéressantes sur le rapport à la famille, sur le rapport au choix. Et c'est là où chaque rencontre se répétait un petit peu. De toute façon, c'est pas moi qui ai décidé, quoi. Et c'est là où la résilience est la plus grande. C'est qu'elle disait, ben ouais, mais moi je voulais faire ça, on m'a dit, ben non. Bon, bah tant pis, quoi, c'était comme ça, j'avais pas de choix. À l'époque, on choisissait pas. On n'a pas tous la chance d'être heureux. Une dame de 90 ans me dit ça. Bon, quand on vous dit on n'a pas tous la chance d'être heureux,
Désolé, pardon et merci, quoi. C'était mon propos, c'est de dire je vais pas vous embêter. Mon objectif principal, c'est le portrait. La discussion, on passe un bon moment et c'est trop bien. Mais c'est là où j'ai trouvé aussi, moi, mes limites dans mon rapport à ce travail-là, c'est que je ne suis pas journaliste. Et donc, pousser la discussion dans des trucs de cet ordre-là, c'est un exercice que j'ai appris aussi avec le temps. Et donc voilà, on a eu des discussions, j'ai chopé à chaque fois ces phrases qu'elle pouvait balancer au milieu de la conversation et qui tombaient comme une pierre sur la table et qui étaient d'une vérité absolue, qu'il les traduisait tellement justement que je m'empressais de les noter. Mais je pense que voilà, c'était ça aussi le propos dans ces rencontres, c'était pas de les raconter leur vie, où est-ce qu'elles sont nées, qu'est-ce que faisaient leurs parents, leur mari, quel âge elles se sont mariées, combien d'enfants elles ont eu. C'était d'avoir simplement ces phrases qu'elles balançaient toutes à un moment dans la conversation et qui étaient des punchlines. En fait, c'est les reines des punchlines. C'était beau à entendre, c'était des vérités et ça suffisait à les raconter, elles. Donc avec vos images, mais aussi vos mots, vos punchlines, enfin les punchlines retranscrites. Punchline. C'est tout un monde que vous capturez. On a rencontré Isabelle du domaine de l'Orgado dans le Var. Elle nous dit que c'est un métier de passion au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de la souffrance. Et que l'on attend de ces hommes et de ces femmes qu'ils soient des visages et des corps transposables, une image collective des visages ridés, marqués par le soleil, des dos courbés, des corps souffrants. Et dans votre recueil, on en parle justement, ces femmes, elles sont le reflet même de cette image collective. De page en page, on découvre une myriade de visages. Et pourtant, c'est comme si c'était plus ou moins toujours la même femme. Il y a des caractéristiques très marquées qui reviennent. Je pense au tablier à motif qu'elle porte. À quel point ça collait à ce que vous attendiez? Est-ce que vous aviez une image préconstruite de ce que ça allait donner? À quel point elles vous ont surpris? À quel point elles se sont révélées à vous? Ouais, moi je pense que je me suis plutôt laissé porter. J'avais pas d'a priori. Enfin, on a tous des images en tête quand on pense à un sujet ou à un autre. Il y a toujours des images mentales qui ressortent. Que l'on voit les paysans, femmes ou hommes, avec des caractéristiques, des stéréotypes. C'est le principe des stéréotypes. C'est, je crois, normal. Ça fait partie de nos façons de penser. On ne peut pas s'en empêcher, on peut les remettre en question, ce qui est bien. Mais c'est vrai qu'on a tellement été bercé par des images du paysan, de la paysanne, que finalement, on est obligé de les ressortir quand on y pense. Et moi, j'avais pas d'image préconstruite parce que je suis quand bien même je suis d'origine ardéchoise, j'ai pas été lié au monde paysan. J'ai fait des boulots de paysans, des boulots de saisonniers dans des domaines, mais je sais pas, je pense que j'étais trop jeune pour soit je me suis construit une image sans en être conscient, sans le savoir, soit j'avais pas, je sais pas trop en fait. Mais en tout cas, ce sujet-là, dès que je l'ai démarré, je savais que je voulais en faire un livre, je savais pas à quoi ça allait ressembler, mais je savais quelle méthode j'allais employer méthodologiquement dans la construction de ma photographie pour en faire ce que c'est aujourd'hui. Donc c'est assez fidèle à ce que j'avais anticipé dans la construction. Après, je pensais pas tomber sur autant de femmes qui vivaient encore dans cette ferme familiale, tout ça. J'étais assez loin d'imaginer que ce monde-là existe encore. Entre 2013 et 2024, et encore aujourd'hui en 2025. Il existe de moins en moins parce que le temps passe et que ces femmes disparaissent tous les jours, mais elles vivent encore dans leur ferme. Et ça, je pensais pas qu'elles étaient autant. D'accord. Oui, ce que je me demandais, s'il y avait aussi finalement un processus de sélection. Il y a forcément un processus de sélection, il y a forcément, comme on dit vulgairement, un casting, parce que déjà, moi, je voulais faire des femmes qui étaient debout. Donc c'est vrai que j'ai rencontré des femmes qui étaient soit alitées, soit en fauteuil, handicapées physiques, ou même avec des Alzheimer assez avancés, donc avec qui la discussion était difficile. Et donc, je ne pouvais pas avoir ce retour, leur expérience, qu'elles me racontent un peu leur vie, tout ça. Et donc, ces femmes-là, je ne les ai pas photographiées, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que
je ne pouvais pas créer l'image, elle me faisait sortir de mon processus de construction photographique. Donc je les ai forcément, c'est horrible ce que je veux dire, mais mises de côté, alors qu'elles avaient toute la légitimité du monde, mais voilà. Et moi, je voulais les montrer debout, face caméra, le regard dans la caméra, voilà, comme des statues grandes qui restent, c'est des arbres en fait. Elles sont enracinées dans leur terre, et avec toute la dignité du monde et tout ça. Et surtout pas de misérabilisme. Tomber dans le misérabilisme, pour moi, c'est pas possible. Donc voilà. Rose du domaine de Loiselet, que nous avions rencontrée l'année dernière, nous disait que lorsqu'elle avait choisi de travailler dans l'exploitation, elle avait préféré monter une structure de ferme pédagogique et de ne pas être exploitante agricole, trop marquée par la souffrance que ce métier avait engendrée pour sa mère et les autres femmes autour d'elle. À chacune de vos photos, il y a une citation, on en parlait, une phrase choisie. Parmi celles-ci, celle de Christiane qui dit qu'elle aurait aimé que ses filles soient dans l'agriculture, ou au contraire de Bernadette qui dit « Je suis bien contente que ma fille soit dans son coin ». Vous, quand vous alliez au contact de ces femmes, est-ce que vous rencontriez la nouvelle génération, des filles peut-être qui reprenaient après leurs parents ou qui consciemment choisissaient une autre voie? Comment le parcours de leur mère ont influencé leur propre parcours? Ou à contrario, que souhaitent ces femmes pour leurs enfants? Ça c'est arrivé que lorsque je rencontre une de ces dames photographiées, il y ait soit le mari, quand il était encore vivant, soit la fille ou le fils, un des enfants. Mais c'est vrai que c'est quand même des femmes qui ont aux alentours de 90 ans que j'ai photographiées. Donc rapidement, la fille, le fils, ils avaient rapidement 60-70 ans, quoi. C'est vrai. Donc c'est pas trop... c'était plutôt... Voilà, c'est finalement la génération dont vous parlez, c'est peut-être plus les petits-enfants, tout ça, que finalement j'ai assez peu rencontré, peut-être à une ou deux reprises seulement. D'accord. Et qui n'ont pas... Alors, qui n'étaient plus, pour les deux seuls exemples que j'ai en tête, qui ne sont plus dans le monde de l'agriculture, qui n'ont pas repris l'exploitation familiale, soit parce qu'elle avait été laissée dès la génération des enfants, des femmes que j'ai photographiées, soit parce que petit à petit, les choses se délitent, les parcours de vie sont multiples et tout ça. Mais c'est vrai que les femmes que j'ai photographiées, elles avaient soit le discours de « ravi que l'exploitation reste dans la famille », consciente de la difficulté que représente un métier d'agriculteur ou d'agricultrice, soit très contente que les enfants aient fait autre chose parce que c'est pas une vie. Quand il y avait ce discours-là, c'était un peu dire ça, il n'y a pas de vie, quoi. À côté, c'est le boulot, le travail en permanence. On a travaillé dur toute notre vie, on n'a pas gagné grand-chose et en plus, j'ai jamais vu la mer. Donc voilà, il y a ce truc de on est fiers que nos enfants continuent ce qu'on a construit. Et en même temps, c'est pas évident, faut le tenir. C'est plus la même époque, c'est plus le même travail. Le travail a beaucoup changé. Ça me fait une transition parfaite pour vous dire que après des décennies, est-ce que vous avez l'impression que le regard de la société a changé vis-à-vis de l'agriculture? Quels sont les retours, les échanges que vous avez pu peut-être avoir à ce sujet dans la réalisation ou suite à la publication de votre recueil? En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est toujours la même chose. C'est une population qui, lorsque je l'interpelle pour la photographier, cette population me répond qu'il y a plus intéressant. Moi, j'ai rien à raconter. C'est assez souvent ce que ces femmes me répondaient, c'est « j'ai rien à raconter ». En fait, si, elles avaient une multitude de choses à raconter. Il y a une autre chose qui, moi, m'a frappé, et ça, c'était ma naïveté, je pense, c'est sur le mot « paysan ». Le mot paysan, en fonction de l'âge des personnes, était plus ou moins bien vu. Alors que moi, je trouve que c'est un mot assez noble, assez beau, qui raconte beaucoup. Et il y a pas mal de gens qui me disaient « Ouais, mais paysan, moi, j'aime pas. Je suis agriculteur ou j'ai été agricultrice, mais parce qu'il y a ce côté un peu pécore, quoi, voilà, pour être très injurieux presque. » Et finalement, les générations nouvelles, j'ai l'impression, se réapproprient ce mot, le reprennent pour eux et en font ce mot qui est un joli mot, quoi, et qu'ils ne trouvent plus insultant, comme ont pu le percevoir d'autres générations avant eux. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment une dualité. Il y a le côté paysan dont on parlait, néo-paysan maintenant aujourd'hui, donc c'est vraiment la question du rapport à la terre, de la durabilité, d'un comportement responsable. Et de connaisseurs. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Ils connaissent la terre, ils connaissent
les saisons, ils connaissent... En fait, c'est des gens qui sont dans la connaissance de leur territoire, des terres qu'ils exploitent, de la manière de faire. Ils ont plein de connaissances, sauf qu'il y a eu un moment, il y a eu des maladresses, certainement. Je ne suis pas spécialiste du sujet, je vais juste avoir une opinion qui est la mienne, mais il y a eu des maladresses des pouvoirs publics qui ont dû se réapproprier le monde agricole pour assurer un rendement, une efficacité, quelque chose qui puisse nourrir le peuple. Et c'est relativement normal, surtout après la première partie des années 1900, qui a été catastrophique pour plusieurs générations. Mais, et ça c'est un papy qui me disait ça, un agriculteur qui était, lui, très technique, très connaisseur justement, qui me disait, on nous a réappris à faire notre métier. Et ça c'est violent, ça a été violent pour toute une génération de se retrouver face à des gens dans des bureaux qui disent non, maintenant vous allez faire comme ça. Mais ouais, mais nous on a toujours fait comme ça et je vois pas pourquoi. Parce que c'est les nouvelles normes et on discute pas en fait. Du coup, c'est ce mot paysan, d'un coup, ouais, on est tombé dans on va vous apprendre, on va vous expliquer comment faire. Alors que c'est eux qui détenaient beaucoup de vérité, beaucoup de connaissances, et donc c'est assez chouette aujourd'hui que ces gens se réapproprient ce terme pour en faire ce qu'il est vraiment, quoi. Peut-être que grâce à la nouvelle génération qui va être petit à petit documentée aussi, montrée, filmée, dessinée, photographiée, racontée, cette image l'image actuelle va être petit à petit abandonnée pour faire place à cette... mais bon, malheureusement, c'est le temps que les choses circulent. Il faut attendre qu'elle s'installe, quoi. Finalement, on est dans un renouveau, je crois en tout cas, une nouvelle manière de faire les choses, et du coup de les penser, ça sera plus tard. Mais c'est là où je trouve que votre travail est vraiment puissant, dans le sens où il rend visible des femmes invisibilisées, des femmes qu'on ne connaît pas, des femmes qu'on ne voit pas, et en les rendant visibles, ça dit aussi, c'est une époque qui est passée, c'est une époque qui est finie, et maintenant c'est différent. Ouais, on ne vit plus comme elles, on ne vit plus dans les mêmes conditions, et on a plus de choix qu'elles. En fait, ouais, c'est vraiment regarder dans le rétroviseur et d'un coup s'apercevoir qu'elles sont encore sur le côté, elles sont encore juste derrière nous, et en fait, elles sont de moins en moins nombreuses, et on a un peu oublié de leur dire merci, quoi. Et donc c'était aussi ça l'envie, c'est de dire à un moment on va s'arrêter sur elles et elles seules, et on va oublier, et c'est ce qui m'est arrivé de faire lors de mes rencontres, on va un peu oublier le chef de famille, cet exploitant agricole, ce paysan, avec toute l'image véhiculée dans nos cultures, pour s'attarder sur celles qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, mais qu'on questionne rarement finalement, qu'on questionne trop peu. Maintenant, de plus en plus de documents existent sur ces femmes-là et tout ça, mais bon, moi je regrette que ce soit un peu tard, et malheureusement je suis né trop tard pour... voilà. Mais en tout cas, c'est important de le faire, quand bien même c'est tard, il faut le faire. Et c'est fou parce que tout ce que vous dites depuis le début, je le retrouve tellement dans le témoignage que j'ai eu de ma grand-mère. Et en fait, ça me choque que toutes ces femmes aient un parcours individuel qui leur soit tant commun. Les mêmes phrases, ma grand-mère aussi m'a dit « je n'ai jamais vu la mer ». Quand je l'ai lu, je me suis dit c'est drôle, ces phrases qui reviennent, ouais. Ces parcours de vie qui reviennent. Pour moi, c'était son parcours à elle, individuel. Et en fait, non, c'est des parcours qui sont tellement communs, quoi. Du coup, tant mieux, ça crée d'autant plus d'importance au fait d'avoir fait ce travail-là. Et c'est là où moi je suis content, c'est que c'est pas inutile et ça raconte vraiment quelque chose en fait. Il fallait le faire, je suis content d'être allé jusqu'au bout et de les avoir racontés justement, de ne pas les avoir trahis ou travestis, parce que en effet, de rencontre en rencontre, post-projet, on me dit je reconnais, je vois bien, c'est exactement ce que j'ai connu, vu, entendu. Et donc ouais, elles sont toutes différentes, elles ont toutes eu leur vie, mais sociologiquement, elles ont un rapport à la vie qui est très similaire, ouais. Encore une fois, ce rapport au non-choix, à ne pas avoir la possibilité de choisir sa vie, ce contexte social dans lequel elles ont vécu, elles n'avaient pas le droit d'exister en tant que
personnes, elles étaient filles de paysans ou femmes de paysans. Elles n'étaient pas autonomes. Donc ouais, ça fait une société, quoi. Oui, en fait, je me dis que ces portraits ont été aussi utiles, je sais pas, mais ont forcément eu un impact quelque part, autant sur ces femmes que vous avez photographiées, que chez toutes les autres qui s'y sont reconnues ou qui ont reconnu une proche. Encore une fois, moi, l'utilité, je peux pas dire si c'est utile, pas utile. C'est Oui, pas c'est mon. peut-être pas En tout cas, l'objectif, mais un impact en un tout cas. impact peut-être, ouais. Encore une fois, moi, je fais les choses et après, soit ça résonne pas. Donc, moi, j'ai eu envie de faire cette chose-là, ce projet-là, de le mener jusqu'au bout. Je suis heureux de le voir accueilli par les autres parce que ce qui est dur quand on fait, c'est que ça n'existe pas finalement, c'est que ça reste dans un placard et que ces femmes soient regardées avec ce regard-là, en tout cas, c'est ça qui est important. Et surtout faire un recueil avec tous ces visages, toutes ces histoires, avec ce texte de Marie-Hélène Lafont qui les connaît puisqu'elle est elle-même fille d'agriculteur, de fille de paysan qui n'a pas repris la ferme et qui est devenue autrice intellectuelle, professeure, et donc qui raconte pas ces femmes, qui raconte les femmes qu'elle a connues, quoi. Ces lieux, ces torchons, ces mains, ces visages, ces ambiances. En tout cas, ces femmes, elles sont toutes liées par l'époque dans laquelle elles sont nées. Ouais. Alors, maintenant, c'est un peu sur la partie conclusion, mais est-ce que vous avez prévu du coup d'autres projets en lien avec les agricultrices ou en tout cas le milieu agricole? Et qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement, dans cette démarche? Alors, je continue de mener des sujets perso avec un fil rouge qui est celui du portrait, de l'intimité, du huis clos. Mais j'ai un problème, c'est que pour faire un sujet, il faut que ça me bouscule émotionnellement. Et c'est toute la problématique de construire quelque chose, c'est qu'il y a le fantasme d'un résultat et souvent le fantasme il est toujours idéalisé et le résultat c'est le résultat, quoi. Donc c'est difficile pour moi de faire et d'avoir un sujet où je puisse y passer du temps parce que le long cours est important. Il faut du temps pour raconter les choses. On ne peut pas faire un sujet en quelques jours, en quelques semaines. Il faut des années et ce qui permet que ça grandisse et tout ça. Donc sur le monde paysan, non. Parce que j'ai pas d'envie particulière d'y retourner, j'ai envie justement de faire autre chose. Par contre, ce que ça m'a apporté, c'est toutes ces rencontres, en fait. C'est toutes ces discussions, tous ces temps, que ce soit sur la route, à m'arrêter de ferme en ferme. Voilà, c'était des belles rencontres, ça m'a construit. Elles m'ont tout apporté, une maturité supplémentaire. Elles sont utiles, elles sont rassurantes, donc après, certaines avec qui j'ai échangé de bons rapports, d'autres plus difficiles, parce que des caractères compliqués, des opinions qui n'étaient pas les miennes, mais tant pis. Mais en tout cas, elles m'ont toutes touché, elles m'ont toutes apporté ce petit moment qu'on a partagé, qui m'a fait grandir en tant que personne, avant de me faire grandir en tant que photographe, quoi. En tout cas, je vous remercie déjà pour Merci à ce vous. travail, pour la publication de ce recueil qui, à bien des égards, m'a touchée. Merci. Et je le trouve incroyable. Et merci aujourd'hui pour votre présence et pour ce podcast avec vous. Avec plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous et merci à Alexis Vettoretti pour ses mots. Cet épisode de She-Farms a été monté par Mélissande Galland. Il a été pensé et réalisé par Fantine Faure en coécriture avec Susan Prévost. L'enregistrement a pu être réalisé grâce au studio La Poudre et la Cité Audacieuse qui ont mis à disposition leurs locaux gratuitement pour les associations féministes. C'est une production originale de l'association Emira Initiative. Pour découvrir le recueil Paysanne ou en savoir plus sur nos projets, rendez-vous sur emirainitiative.com. À très vite pour de nouvelles voix et de nouveaux regards.